Libre de quitter l'Irak selon Bagdad, Saddam Hussein s'exprime en ce moment même à la télévision irakienne. La paix des braves signée en Afrique du Sud, Mandela renonce à la lutte armée. L'abolition de l'apartheid est sur la bonne voie. Jacques Soustelle, gaulliste mais partisan de l'Algérie française, s'est éteint aujourd'hui. Il avait 78 ans. Bonsoir. Saddam Hussein est-il en train de jouer avec les nerfs des ambassades occidentales? On peut sérieusement se poser la question. Hier, le président irakien a emmené sous bonne garde plusieurs dizaines de ressortissants américains, britanniques et ouest-allemands à Bagdad. Ce soir, il affirme être prêt à les laisser quitter son territoire via la Jordanie. Est-ce un signe de détente ou une fausse nouvelle? Réponse avec la correspondance d'Alain Ménargue, envoyé spécial à Abu Dhabi. Saddam prend 7000 otages, titre la presse arabe du Golfe en faisant référence aux Occidentaux présents au Koweït. Il semble cependant que les non-résidents, c'est-à-dire les 40 Français qui étaient dans les hôtels au moment de l'invasion irakienne et les quelques 70 Français qui étaient dans le vol de la British Airways ont été transférés à Bagdad et devraient, si l'on en croit les responsables jordaniens, être dirigés vers Amman par la route qui traverse le désert. Bien que l'Irak ait laissé dire par plusieurs de ses ambassadeurs dans le monde que tous les étrangers qui se trouvent au Koweït peuvent quitter l'Émirat s'ils le désirent, rien ne vient confirmer cette possibilité. L'Union soviétique a, elle, décidé d'évacuer tous ses ressortissants par la route vers Bahreïn, où ils sont attendus ce soir. Dans les chancelleries du Golfe, on craint que les étrangers de Bagdad comme de Koweït ne constituent une garantie contre une action militaire. Abu Dhabi, Alain Ménargue, France Info pour FR3. La question que tout le monde se pose ce soir, c'est de savoir si ce conflit peut dégénérer et si une intervention militaire est à craindre. Aujourd'hui, les Américains ont renforcé leur présence dans le Golfe Persique. Une frégate française est en route pour les rejoindre. L'Arabie Saoudite a déployé des missiles sur sa frontière avec l'Irak. Tout de suite, le point sur la situation militaire, Philippe Pister. D'un côté, l'Irak, 1 million d'hommes sous les drapeaux sur 17 millions d'habitants. Mais surtout, une armée terriblement redoutable, rodée par 8 ans de combat contre l'Iran, dotée, grâce à l'aide occidentale, du matériel le plus sophistiqué. Plus de 5000 chars et 500 avions, bref, l'armée la plus puissante du Proche-Orient. En face, des forces armées saoudiennes qui font bien pâle figure, à peine plus de 60 000 hommes, 10 fois moins de chars que son puissant voisin, une disproportion presque aussi impressionnante dans l'aviation, la marine comme dans l'artillerie. De plus, un matériel qui souffre de vieillissement, mais un avantage irakien en fait purement théorique en cas d'invasion de l'Arabie Saoudite. Il était très facile pour l'Irak de conquérir le Koweït, qui est juste à leur frontière, il n'y a pas de problème logistique. Autant pour entrer à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres de désert. Et là, les colonnes blindées commencent à devenir très vulnérables. D'une part à l'aviation saoudienne, mais aussi à l'aviation occidentale. Car si l'on en croit George Bush, les Américains alors n'hésiteraient pas à intervenir. L'appui aux forces saoudiennes est d'ailleurs une des seules possibilités d'intervention militaire américaine contre l'Irak. Car les 2 millions de militaires américains sont dispersés dans le monde, les forces US dans la région du Golfe sont par trop limitées. On devrait en savoir plus sur la volonté irakienne dans quelques minutes. Saddam Hussein s'adresse en effet en ce moment même au peuple irakien dans une interview télévisée. Nous y reviendrons dès que nous aurons des précisions sur cette déclaration. Invitée du 19-20, Elisabeth Picard, vous êtes chargée de recherche en sciences politiques et spécialiste de l'Irak. On vient d'entendre le général Koppel qui dit qu'il n'y aura pas d'attaque irakienne en Arabie Saoudite. Est-ce que vous êtes d'accord ? On ne peut pas faire des prévisions absolument exactes dès maintenant, mais enfin, j'exprime quand même quelques réticences à suivre le général Koppel quand on se rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière. On nous a répété les armées irakiennes avancent et il n'y aura pas d'invasion du Koweït, c'est certain, etc. Or, les ambitions de Saddam Hussein sont bien réelles, sa puissance militaire est bien énorme et on ne fait pas assez prudemment attention, je crois, à faire face à l'armée irakienne. Moi, je pense que prendre des précautions n'est pas superflu. Alors, on a vu, l'Occident fait front uni et se mobilise contre l'Irak. Est-ce qu'on n'est pas en train, en fait, de renforcer et de rendre Saddam Hussein plus populaire face aux pays arabes ? Écoutez, je crois que ce processus-ci se développe, et il se développe probablement, il se développe beaucoup plus à l'intérieur du monde arabe. Ce n'est pas l'Occident qui joue ce jeu-là, c'est beaucoup plus ce débat très urgent qui est en train de se jouer entre l'Irak d'un côté et les conservateurs de l'autre, la position que va prendre l'Arabie Saoudite, la légitimité de ces régimes conservateurs, et dans ce cas, effectivement, les masses arabes pourraient avoir un bien plus grand appel et un bien plus grand soutien à accorder à Saddam Hussein. Mais à votre avis, ce conflit le rend populaire ou pas, vis-à-vis des pays arabes ? Oui, ce conflit le rend relativement populaire. Il y a une telle amertume devant la situation
situation économique et politique internationale, que tout ce qui peut redresser, même dans la difficulté, la fierté arabe est bien vu dans l'ensemble et jusqu'au Maghreb. Elisabeth Picard, je vous remercie. On vous retrouve au cours de ce journal si nous avons des précisions sur le discours de Saddam Hussein. Les conséquences économiques de ce conflit maintenant, a commencé bien sûr par l'embargo mondial voté hier par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce soir, première application décisive de cet embargo, la Turquie a fermé l'oléoduc irakien qui traverse son territoire. Au-delà de ces mesures de rétorsion économique, c'est tout l'édifice financier mondial qui tremble. Les places boursières occidentales n'ont pas chuté aujourd'hui comme hier, mais avec un baril qui atteint ce soir les 28 $, le conflit aura des répercussions, notamment sur l'économie française. La croissance pourrait en souffrir et le chômage remonter. Reportage Bernard Ségara et Thierry Isaac. La mondialisation des économies et des marchés est telle que ce qui affecte les uns rejaillit à terme sur tous les autres. La probable récession américaine, le sort du dollar et du yen, et a fortiori la flambée du prix du brut, enfin l'embargo contre l'Irak, auront quoi qu'il arrive des conséquences sur l'économie française. Une remontée des taux d'intérêt aura notamment une incidence sur l'investissement, donc sur la croissance et sur le niveau de l'emploi. Dans tous les cas, l'économie française devra payer la facture pétrolière. C'est un coût très important pour les économies, pour le déficit commercial français, pour la consommation des entreprises, pour la consommation des particuliers quand vous allez à la pompe. Tout ça, les experts l'évaluent difficilement, mais peut représenter 1% d'inflation de plus et un demi-point de croissance en France notamment. Avec un baril en augmentation de quelques dollars, environ 100 000 créations d'emplois pourraient être facilement compromis. Et encore, c'est un scénario optimiste qui exclut la généralisation du conflit. Si l'on ajoute l'impact d'une récession américaine sur les économies européennes, on comprend alors pourquoi, en dépit des appels au calme de Pierre Bérégovoy, les boursiers restent prudents. Vous le savez, partout dans le monde, les Koweïtiens se mobilisent pour condamner l'invasion irakienne. Ils étaient 700 cet après-midi dans les rues de Nice à manifester en portant des banderoles à l'effigie de l'émir du Koweït. 700 a demandé aux nations pacifiques de soutenir les droits du peuple koweïtien et de son gouvernement légal en scandant des slogans tels que Hussein assassin ou Merci la France. En tout, ce sont 600 Koweïtiens qui séjournent sur la Côte d'Azur régulièrement pendant l'été. Notre équipe de Nice a rencontré une de ces familles qui ne peut pas rentrer au Koweït. Reportage Jean-Bernard Vitiello. 67 familles koweïtiennes sont actuellement sur la Côte d'Azur. La plupart étaient en vacances lorsqu'elles ont appris que leur pays venait d'être envahi par l'Irak. Premier sentiment, l'inquiétude vis-à-vis de tous les êtres chers qui sont encore dans le pays. Avez-vous de la famille qui est restée au Koweït? Oui, j'ai. Qui? Mon fils. Quel âge a-t-il? Ce n'est pas important l'âge. S'il y a une personne, vous êtes cher, là-bas, c'est Sophie. Pour moi. Est-ce que vous avez peur pour lui? Mais bien sûr. Parce que ce n'est pas le peur de quoi, c'est le quoi de inconnu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe. C'est ma peur. Ce n'est pas lié à une autre chose. C'est vraiment impossible de pouvoir lui téléphoner, de pouvoir rentrer en contact avec lui? Non. Je l'essayais par les États-Unis, par l'arabe, de tout le monde arabe. Rien. C'est tout coupé. Deuxième sentiment, l'étonnement et la colère. Ces familles ont directement soutenu l'Irak dans sa guerre contre l'Iran en donnant de l'argent. Les fusils qu'elles ont permis d'acheter se retournent aujourd'hui sur elles. On fait beaucoup de galas, de choses pour donner de l'argent pour aider parce que c'est un pays arabe, notre pays, notre camarade. Et cet argent, il allait où? Je crois que c'est pour l'armée, pour attaquer nous. C'était notre récompense. C'est comme ça, on croit. Parce que nous sommes choqués, je ne vois pas, c'est un autre pays arabe qui nous attaque. C'est une chose incroyable. Certaines familles sont aujourd'hui bloquées dans des hôtels sur la Côte d'Azur. Seul lien avec l'extérieur, la télévision. En attendant les nouvelles, on milite en affichant l'effigie du roi déchu. Et puis il y a clairement un appel à l'aide. Voilà pour le dossier irako-koweïtien. D'autres développements peut-être dans ce journal et bien sûr dans Soir 3 à 22h45. À l'étranger toujours, Benazir Bhutto n'est plus le Premier ministre du Pakistan. Son pays n'aura décidément eu que peu de temps pour avancer vers la démocratie. Seule réaction de Washington, la Maison-Blanche affirme que le limogeage de Benazir Bhutto est une affaire intérieure. On sait depuis hier soir que des élections anticipées seront organisées le 24 octobre prochain. Sylvie Levet. 17h20 hier à Islamabad. Un symbole de démocratie au pays de l'islam
tombe. Benazir Bhutto, la fille d'Ali, pendue par le général Zia en 1979, vient d'être renversée à son tour. L'instigateur de ce coup de théâtre, le voici, le président Khan. Sous prétexte de corruption et d'incapacité, il a brutalement décidé de dissoudre le Parlement et de mettre un terme aux 19 mois de règne de Madame Bhutto, la remplaçant par cet homme, Mustafa Jattoy. Dans la foulée, le président décrète l'état d'urgence sur Islamabad et promet des élections anticipées pour le 24 octobre. Benazir compte y participer et gagner. En attendant, elle adopte le profil bas, car si son prestige international n'a cessé de croître, à l'intérieur du pays, ses ennemis sont restés aux aguets. L'armée toute puissante, qui lui en veut de n'avoir pas su calmer les violences ethniques de la province du Sine. Le monde rural, qui n'a pas accepté la mise entre parenthèses de son projet de réforme agraire, ceci afin de ne pas déplaire aux grands propriétaires. Les mollahs, enfin, qui supportent mal le fait d'être dirigés par une femme. Au fond, son grand tort fut peut-être de n'avoir pas su imiter l'Inde, quelques décennies plus tôt, fonder sa démocratie sur des bases laïques. À force de jouer les compromis, elle a fini par tomber hier, mais se relèvera-t-elle? En Afrique du Sud, c'est historique, l'ANC abandonne la lutte armée. Nelson Mandela l'a déclaré hier aux côtés du président Frédéric de Klerk. Le Congrès national africain laisse donc derrière lui 30 ans d'une histoire souvent sanglante pour la lutte contre l'apartheid. Une décision qui ouvre la voie à de nouvelles négociations à Pretoria. Nathalie Ether. La décision du Congrès national africain est sans ambiguïté. Suspension de toute action armée avec effet immédiat. L'ANC referme ainsi un chapitre d'histoire entamé en 1961. Nelson Mandela avait alors opté pour le terrorisme et c'était le début d'une longue épreuve de force entre le gouvernement sud-africain et les opposants à l'apartheid. L'accord conclu hier à Pretoria est donc historique, mais il représente également une concession majeure de l'ANC face au gouvernement de Frédéric de Klerk. En contrepartie, celui-ci a cédé sur plusieurs points. D'abord, la libération de tous les prisonniers politiques, on ignore leur nombre exact. Ensuite, l'amnistie de quelques 20 000 militants de l'ANC en exil. Enfin, le pouvoir s'est engagé à lever dès que possible l'état d'urgence dans la province du Natal, où la guerre civile entre sympathisants de l'ANC et Zulu a fait plus de 3000 morts en 4 ans. Mais pour Nelson Mandela, comme pour Frédéric de Klerk, la fin de la branche armée de l'ANC n'est qu'une étape. Il y a 2 mois, l'apartheid honteux était aboli, autorisant ainsi les Noirs à côtoyer les Blancs sur les lieux publics comme les plages ou les cinémas. Aujourd'hui, l'heure est aux véritables négociations pour une nouvelle constitution. Une constitution qui donnera enfin le droit de vote à la population noire. Ce jour-là, l'Afrique du Sud aura définitivement aboli l'apartheid. L'actualité en France maintenant, l'affaire du offshore meurtrier d'Antibes rebondit avec l'inculpation aujourd'hui d'un Britannique. David Morris, 55 ans, a été inculpé d'homicide, de délit de fuite et de non-assistance à personne en danger par le juge d'instruction chargé de l'affaire. Souvenez-vous, le 17 août 88, un offshore avait causé la mort d'un jeune homme de 22 ans et blessé grièvement une jeune fille dans la baie d'Antibes. Rifad al-Assad, le frère du chef d'État syrien, avait un moment été soupçonné, mais il avait été mis hors de cause un peu plus tard. Ce soir, le meurtrier présumé a été placé sous mandat de dépôt. Reportage à Nice, Jean-Bernard Vitiello. Il aura donc fallu 2 ans d'enquête à rebondissement pour finalement arrêter le pilote de ce qu'on a appelé l'offshore meurtrier d'Antibes. Cet Anglais de 55 ans, David Morris, agent immobilier et venant souvent en vacances à Jean-Lépin, a donc été interpellé par la gendarmerie maritime de Toulon et vient d'être inculpé d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger, pour être ensuite écroué à la maison d'arrêt de Grasse par le juge d'instruction chargé du dossier. C'est parce que les gendarmes maritimes, depuis près de 2 ans maintenant, font ce travail de sable, de fourmi, de recoupement systématique de tous les éléments, parce qu'il y avait eu des vérifications faites en Angleterre déjà, que la connaissance par des citoyens anglais de cet accident, par le biais d'un article de journal, a permis aux autorités britanniques immédiatement d'aviser les gendarmes français. En fait, David Morris pilotait un offshore de 11,50 mètres, à l'époque baptisé le Funf 2, en compagnie de plusieurs personnes face à la siesta. C'est l'un de ses amis qui se trouvait sur le bateau à ce moment-là qu'il a finalement dénoncé il y a quelques mois à la suite d'un article paru dans la presse anglaise relatant les recherches des gendarmes sur cet accident. À Marseille, le Saint-Clair ne naviguera sans doute plus jamais. Sa cargaison est réduite en cendres. Après 64 heures de combat contre les flammes, les pompiers ont finalement réussi à éteindre l'incendie qui ravageait le navire.
Ce soir, on est à l'heure des bilans. On ne connaît toujours pas la cause du sinistre. De Marseille, un reportage de Jean-Marc Pitt. Le Sinclair est revenu de l'enfer. Après 45 heures passées dans les flammes et sous des températures atteignant parfois 800 degrés, il exhibe enfin ses plaies. Livrera-t-il également la cause de l'incendie qu'il a ravagé? Il est désormais possible pour les experts des compagnies d'assurance de se rendre à bord et de tenter de la découvrir. On a d'abord cru qu'une voiture de tourisme parquée en cale était à l'origine du foyer. Les dernières constatations des pompiers poussent à favoriser une autre piste. C'est une hypothèse qui commence à prendre corps de plus en plus fortement maintenant. Le feu a pris son origine dans une remorque de tissu située à l'avant du garage. Nous n'avons jamais eu de menaces, nous n'avons pas eu d'alerte, rien ne nous laisse supposer, rien ne pourrait expliquer qu'il s'agisse d'un acte de malveillance. Devant l'exceptionnelle violence de l'incendie, on supposait que l'ensemble de la cargaison serait détruite. C'est maintenant une certitude. Les transporteurs et les particuliers qui expédiaient leurs véhicules en Tunisie ont donc tout perdu. C'est aux assurances d'entrer en jeu afin qu'ils soient indemnisés. Les propriétaires des voitures vont faire des déclarations et avec les factures des marchandises, les voitures et les marchandises seront remboursées normalement par les assureurs. Quant au bateau, assuré pour 60 millions de francs, les experts vont devoir déterminer s'il est réparable. Mais apparemment, la carrière du Sinclair est bel et bien terminée. Jacques Soustel est mort la nuit dernière à Neuilly. Il avait 78 ans. Ministre et compagnon du général de Gaulle, il était aussi académicien et ethnologue de réputation internationale. Mais c'est surtout pour ses engagements politiques très marqués qu'il est entré dans l'histoire, notamment pour sa position lors de la guerre d'Algérie. Huguette. Apparemment, un petit problème technique. Dans une seconde, le reportage sur Jacques Soustel. Le compagnon de la résistance, muet en opposant farouche de Gaulle, tout le parcours politique de Jacques Soustel, à droite sur l'écran, est là. Coincé entre son admiration pour le général et sa fidélité à une cause, l'Algérie française, l'ancien gouverneur de la colonie n'hésite pas alors à entrer en dissidence. Français de mentalité européenne de l'Hexagone. Alors je ne revois pas M. Soustel avant le début de 61, où il me demande de venir le voir à Paris, du côté du boulevard Général Koenig, je crois, au bord de la Seine, et où il me fait part d'une préparation, d'un mouvement auquel il serait bon que je participe. J'avais dit à M. Soustel que moi je considérais que c'était une affaire absolument impossible à jouer. D'abord que moi je m'y refusais, étant donné mon attachement de 1940 au général de Gaulle, et d'autre part je ne voyais absolument pas la possibilité d'une réussite dans ce domaine, mais au contraire, je prévoyais qu'on allait faire un temps considérable à l'armée et au pays. Mais Jacques Soustel n'est pas homme à se renier. Il dénonce les accords d'Évian, une position qui le contraindra à l'exil de 62 à 68. Amnistié, il revient en France pour se replonger dans ses premières amours, l'histoire, celle de l'Amérique précolombienne. En 83, ce spécialiste reconnu entre à l'Académie française. L'homme politique a définitivement cédé sa place à l'ethnologue. J'étais fasciné par ces peuples indiens et par leur civilisation ancienne. Alors pourquoi l'étais-je? Bien, ça remonte loin, ça remonte à mon enfance, ça remonte... L'économie maintenant, la petite enseigne d'épicerie Codec pourrait disparaître du coin de votre rue. Le groupe vient en effet de déposer son bilan et il pourrait être placé en redressement judiciaire dans les jours à venir. Apparemment, le personnel n'a pas à s'inquiéter. Le groupe devrait en effet être repris. Marie-Claire Thiers. 750 franchisés, soit 2500 personnes, le groupe Codec, qui réalisait en 1989 un chiffre d'affaires de près de 18 milliards de francs, se débattait depuis plusieurs mois dans de graves problèmes de trésorerie. Vous êtes au courant du dépôt de bilan de Codec? Je viens de l'apprendre. J'étais vraiment pas au courant. Est-ce que cela vous inquiète? Oui, je vais me retrouver sans travail. Mais pas d'inquiétude pour le personnel. L'administrateur provisoire nommé le 1er août par le tribunal de commerce de Créteil consulte des repreneurs potentiels et des financiers. Le groupe français de distribution Promodes est sur les rangs. Est-ce que ça poserait un problème pour vous d'être repris justement par une autre chaîne comme Promodes? Moi ça ne me gênerait pas. De toute façon je connais suffisamment mon métier pour être pris par n'importe qui et le faire convenablement, disons. Le plus en danger, c'est le nom. La marque Codec, connue depuis longtemps.
Vous connaissez les produits spécifiquement Kodak? Oui, je connais, je consomme et je les trouve aussi bons que les marques et mieux placés en prix. L'enseigne Kodak va-t-elle disparaître? Tout dépend du contrat que proposera Promodes aux propriétaires de magasins qui sont tous indépendants et peuvent signer individuellement avec d'autres groupes de distribution. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France, grâce aux images de nos stations régionales. Commentaire Pascal Justice. On vient de retrouver le corps du petit Elias, 4 ans et demi, qui avait disparu dimanche à la base de loisirs de Créteil. L'enfant s'est noyé alors qu'il pataugeait au bord de l'eau. Ce lac est particulièrement dangereux puisque 2 enfants s'étaient déjà noyés vendredi et dimanche dernier. Appel à témoins dans l'enquête du hold-up de la caisse d'épargne d'Écully le 27 juillet. Les 3 malfaiteurs avaient tué un convoyeur de fonds pour un butin de moins de 100 000 francs. Puisque l'enquête piétine, la société Transval a décidé d'offrir une récompense à toute personne susceptible d'apporter des renseignements sérieux. Cette procédure exceptionnelle acceptée par le juge d'instruction, mais le montant n'a pas été précisé. L'Oreille en coin, la célèbre émission de France Inter, pourrait bien disparaître. La station ne voulait conserver dans sa nouvelle grille que l'émission du dimanche matin et supprimer celle de l'après-midi. Pas question, répond Jean Garetto, son producteur, c'est tout ou rien. Mais au fait, qu'en pensent les 5 millions d'auditeurs de l'Oreille en coin ? Actuellement en région nantaise se déroule le championnat de France junior de vol à voile. 2 groupes de concurrents, les moins de 25 ans qui font un vol de 402 km et les moins de 21 ans qui doivent parcourir 265 km avec pour seul moteur le vent. Verdict de la compétition le 15 août prochain. Gilles Servat chante La Blanche Hermine, un classique du Festival interceltique de Lorient qui fêtait hier son 20e anniversaire. Il y avait l'incontournable Alan Stivell à la harpe, mais le clou du spectacle était sans conteste Brenda Woonton qui a fait le bonheur du public avec une chanson en français intitulée La Cornouaille, c'est mon pays. Connaissez-vous le Royal de Luxe? Le Royal de Luxe, c'est tout simplement le théâtre de rue dans toute sa splendeur. La troupe a fait un véritable succès en Avignon en présentant son spectacle, La véritable histoire de France. Mais voilà, c'est une autre histoire dont il s'agit aujourd'hui. Le groupe toulousain, installé à Nantes depuis 6 mois, devait en effet se produire à Saint-Malo les 12 et 13 août prochains. Les 2 représentations ont été annulées, c'est finalement à Dinard qu'on pourra les voir. Dans ce scénario à épisodes, Jeanne Roth et Joël Bouchon ont essayé de démêler l'intrigue. Encensés à Avignon, où ils ont fait un véritable tabac avec leur spectacle, les Royals de Luxe ne présenteront pas leur histoire de France à Saint-Malo. La municipalité a annulé les représentations prévues les 12 et 13 août officiellement pour des raisons techniques, officieusement pour des raisons éthiques et parce que certains Malouins auraient été choqués récemment par les œuvres et l'attitude des artistes participants à la caravane des Arts au Soleil. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire, on a des pressions, on a toujours des gens qui écrivent, qui vous donnent des commentaires. Surtout qu'on avait eu un a priori défavorable en ayant accueilli les caravanes. Mais bon, ce n'est pas ça l'essentiel, bien sûr que non. Vous seriez passé outre s'il n'y avait pas eu ces problèmes techniques? Bien sûr. On avait donné, par exemple, notre accord dans la cour du château. Mais la cour du château est un lieu fermé. Or, cette troupe a besoin d'être au milieu du public. Et donc, dans la rue, pour construire elle-même son spectacle. C'est un gigantesque livre illustré de 12 pages qui pèse 8 tonnes et dont chaque feuillet évoque un événement de notre histoire que la troupe présente de façon iconoclaste aux spectateurs. Pour le monter, il lui faut 2 jours et 1600 mètres carrés de surface plane. Le maire de Dinard a saisi l'occasion, même s'il s'en défend, de faire la nique à sa rivale de toujours. Le spectacle, nous ne l'avons pas obtenu en le disputant à Saint-Malo, nous l'avons obtenu parce que Saint-Malo l'a refusé au dernier moment. La municipalité de Dinard subventionnera pour une part le spectacle qui sera donné les 12 et 13 août gratuitement. Il lui en coûtera 65 000 francs. Marius Mallet affirme que s'il avait eu le temps de le budgétiser, il aurait été plus généreux. Voilà, fin de cette édition, mais on revient tout de suite sur un telex en urgent à propos du discours de Saddam Hussein à la télévision irakienne ce soir. Saddam Hussein qui justifie l'invasion du Koweït en disant « cette invasion met fin à un partage colonial ». Tout de suite, Elisabeth Picard, votre réaction, est-ce que vous pensez que c'est une aggravation du conflit? En tout cas, c'est la marque d'une très grande fermeté dans la position irakienne, de la remise en cause d'un système international tel qu'il avait été établi au Moyen-Orient depuis une 50aine d'années, et le signe que l'obstination
situation irakienne va durer face aux pressions internationales. Alors justement, l'Occident s'attendait à ce qu'il cède. Il ne cède pas. Que va-t-il se passer? Les enchères pétrolières et la position de l'Arabie Saoudite surtout vont être décisives dans le conflit. Elisabeth Picard, je vous remercie. D'autres développements bien sûr sur ce conflit dans Soir 3. Une dernière information pour vous dire que les 78 ressortissants français qui étaient au Koweït sont maintenant en Jordanie. Voilà, fin de cette édition. Le prochain rendez-vous avec la rédaction et avec l'information, c'est Soir 3 à 22h45, présenté par Mémona Interman. Avant cela, les programmes sur la 3, la classe à 20h, suivi dans le cadre de 40 ans de télévision du téléfilm Le Huguenot récalcitrant. Tout de suite, la météo complète de Fabienne Amiac, j'y arrive. À demain, 19h, bonsoir.